Bienvenue chez Philosophie de Comptoir pour une nouvelle session. Aujourd'hui, nous sommes avec une invitée spéciale. Je sais, je dis ça pour tous mes invités, toutes mes invitées, mais c'est pas ma faute, c'est le cas. Donc voilà, on est en train de remonter là dans nos messages Instagram et j'ai vu le premier message date du 28 octobre 2020. Célébrez ce moment avec moi parce que c'est vraiment un grand moment. Avant qu'on aille un peu plus en profondeur sur ce sujet qui, je l'espère, va vous passionner, je vous fais le rappel, comme d'habitude, vous écoutez l'épisode, vous le partagez si vous aimez, vous mettez les 5 étoiles sur Spotify pour ceux qui écoutent sur Spotify, les 5 étoiles sur Apple Podcast pour ceux qui sont sur Apple, iPhone, iPad, etc. Ou bien, vous mettez un pouce si vous écoutez sur YouTube avec un petit commentaire. Ceci aide le podcast à être bien référencé et surtout à aller dans les oreilles de ceux qui peuvent être intéressés maintenant. Prenez place, hydratez-vous. Je vois que mon invité s'hydrate déjà. And get ready. Salut Jessica, comment vas-tu? Hello! Bah, écoute, je vais très, très bien. Très contente d'être là, hein, après tout ce temps. Je préfère, confirmer aux auditeurs, que, je ne t'ai pas snobé pendant tout ce temps-là, mais il se trouve que, les aléas de la vie, nous ont fait reporter notre rendez-vous, su plusieurs fois et la dernière fois, c'était clairement à cause de la covid parce que je suis tombée malade. Mais je suis ravie d'être là, ça fait très longtemps que j'ai envie aussi de faire un épisode avec toi donc merci en tout cas de m'avoir sollicité, d'avoir pensé à m'inviter. Je suis très, très contente. Merci Jessica. Alors, je pense que tu connais la tradition. Ici au comptoir, on commence chaque épisode par l'hydratation parce que c'est important de s'hydrater pour le corps, pour les cheveux, pour la peau. Je parle pas d'alcool, les amis, hein, d'accord? Donc, que bois-tu aujourd'hui? Alors, j'ai opté pour un chai classique, pas latte. On sait un peu ce qu'il y a dans le chai, hein. C'est du gingembre, du cardamone, de la cannelle. Hem, c'est chaud, c'est réconfortant. Je pense qu'on est encore en hiver, donc les boissons chaudes, réconfortantes comme ça, font du bien et puis on va pas nier les bénéfices, de certains, composants, hein, du coup du chai, le gingembre, hein, anti-inflammatoire, tout comme la cannelle, notamment. Bref, c'est vrai que c'est un mélange d'épices que j'aime beaucoup et que je consomme régulièrement, sous toutes leurs formes d'ailleurs. Ah, j'aime bien. On n'avait pas encore eu de chai. On a eu de l'hibiscus, on a le traditionnel thé, de l'eau. On a eu quoi d'autre? On avait une formule magique là, je sais plus d'une invitée, mais alors chai, c'est la première fois, donc j'adore. Vous qui m'écoutez, dites-moi ce que vous buvez quand vous écoutez Philosophie de comptoir. Moi aujourd'hui, je suis pas fun. Je bois de l'eau, voilà. Donc de l'eau, de l'eau, de l'eau. Ça reste la meilleure boisson au monde, donc tu es fun. Alors, est-ce que Jessica, tu peux nous dire de quoi allons-nous parler aujourd'hui? De quoi on va parler? On va parler de santé mentale, on va parler, de d'Happiness Therapy, qui est ma plateforme, enfin une plateforme en tout cas que j'ai lancée à destination des femmes afrodescendantes. Je pense qu'on va parler, globalement, du sujet de la santé mentale, hein, qui est un vrai sujet, encore plus depuis la covid, même si ça a toujours été un vrai sujet. Mais je pense que ça a été mis au centre des discussions, depuis 2 ans et c'est une bonne chose. C'est une bonne chose, ça va œuvrer à la déstigmatisation du sujet donc voilà, je pense que globalement on parlera de ça. On parlera certainement je vais en profiter pour, faire un peu de sensibilisation sur le sujet de la santé mentale. Je vais peut-être parler aussi de mon expérience personnelle, avec la thérapie. On va commencer par là d'ailleurs, c'est ce que j'allais te dire. On va commencer par ça. Euh, Je vois Jessica me regarde en mode OK. On on dive in tout de suite. Vous connaissez. Alors, pour cet épisode,
vous avez la boisson, je pense qu'il est de nécessité de prendre un cahier et un stylo. Vous connaissez ici qu'on vient, on est actif. Vous pouvez prendre des notes de choses qui peuvent vous aider dans votre vie personnelle, heu, ou pour quelqu'un d'autre d'ailleurs. Alors, comme j'ai dit au début de l'épisode, Jessica, quand j'ai créé mon podcast, il y avait des thématiques que je voulais absolument aborder au podcast et la santé mentale, ça faisait vraiment partie de mon top 3 de Mmh. sujets, que je voulais aborder parce que, comme tu l'as dit, moi j'ai créé mon podcast en plein covid donc je me sentais, pleinement concernée et je t'ai découvert via ton podcast d'ailleurs parce que tu as un podcast, Ouais. et c'est comme ça que je t'ai contactée et du coup, comme je le disais à Jessica en off, on est dans des temps qui sont très, très anxiogènes et qui risquent de l'être encore très longtemps avec, tout ce qui se passe dans l'actualité. On sort de la pandémie et là on va dans une nouvelle potentielle crise. Il y a peut-être une crise économique, donc on va être dans des temps où je pense qu'on va avoir besoin d'être, solide physiquement et surtout mentalement. Et si vous avez écouté, le premier épisode de l'année 2022, j'avais dit que ma résolution de 2022, j'en ai qu'une, avoir un corps sain dans un esprit sain. Et pour moi, le mental, c'est la priorité, la base de tout pour, la suite. Et du coup, Jessica, je voulais qu'elle nous en parle parce que pour moi, c'est la meilleure personne, pour en parler. Alors Jessica, du coup, déjà, comment vous connaissez ma question habituelle, comment tu es tombée je sais pas si c'est le bon mot, mais comment tu es tombée, comment tu as développé ton intérêt pour tout ce qui est santé mentale? Alors, mmh, je vais faire une petite genèse, du sujet, sachant que je n'ai pas toujours été, comment dire? De celle qui prenait soin de sa santé mentale, et j'avais même des préjugés, des biais, hein, sur ce sujet-là. Voilà, j'ai été de celles clairement qui ont stigmatisé, ce sujet-là, qui ont stigmatisé la dépression, et donc pour revenir un petit peu à mon processus, à ma relation avec ma santé mentale, donc il faut savoir que moi, je suis guadeloupéenne. Donc j'ai vécu en Guadeloupe jusqu'à mes 18 ans et ensuite je suis venue en France métropolitaine, comme on dit, pour, étudier et donc clairement, je pense que, il y a eu un choc culturel, qui s'est opéré. J'ai aussi vécu des microagressions, jamais de racisme frontal, mais des microagressions qui m'ont, fragilisée. Mais aussi, le fait de venir vivre en France et d'avoir, ce choc de culture, et m'a fragilisée en fait. C'est-à-dire que, j'avais le mal, de la Guadeloupe, donc j'ai fait une dépression en fait. Clairement, j'ai fait une dépression, mais j'ai ignoré ma dépression. Je ne savais pas que je faisais une dépression. Je pensais que, je pensais que j'étais un petit peu triste, que c'est de la déprime. J'ai pensé aussi que c'était peut-être à cause du manque de soleil, du temps, gris, de la grisaille, mais à aucun moment je me suis dit que je souffrais de dépression. Dans tous les cas, je n'ai pas consulté à ce moment-là, mais j'aurais dû. Avec du recul, je me dis, j'aurais dû consulter parce que le fait de ne pas, du coup, avoir une bonne santé mentale à cette époque-là, ça m'a empêché de m'accomplir, sur bien des sujets, notamment dans mes études. Clairement, il y a des jours où j'arrivais pas à me lever de mon lit et donc parce que je faisais une dépression que j'ignorais. Je n'arrivais pas à aller faire mes courses, voilà, j'étais enfermée dans ma chambre d'étudiante, parce que je n'allais pas bien. Je regrette parce que je pense que si je m'étais faite accompagner à cette époque-là et ben, ça m'aurait permis, de surmonter, les tracas de la vie quotidienne. Ça m'aurait permis, de retourner peut-être en cours à un moment donné, hem de manière, plus précoce, parce que bon, j'ai quand même eu un long processus de dépression. Donc voilà, bon, il y a pas de place pour les regrets. Dans tous les cas, la vie m'a amenée finalement à consulter parce que j'ai eu un petit ami violent, et j'ai consulté après,
après ma rupture pour comprendre pourquoi j'ai été vers cette personne-là, pour comprendre aussi, pour aussi me déculpabiliser, d'avoir été avec quelqu'un de violent, parce que j'ai pas arrêté de culpabiliser en me disant que c'était de ma faute. Or c'était pas de ma faute, en tout cas pas entièrement. Dans tous les cas, cette thérapie-là m'a permis de me connaître davantage, de savoir, qui j'étais, d'augmenter mon estime de moi-même parce que clairement j'avais vraiment un défaut d'estime de moi, et c'est d'ailleurs pour ça que je me suis tournée vers, cette personne. Et à ce moment-là, en fait, je me suis dit, que si j'avais pas fait cette thérapie-là, hem, je n'aurais pas pu reprendre ma vie en main, en fait. Je n'aurais pas été la personne que je suis aujourd'hui et je pense que faire une thérapie, ça a un impact énorme, ça peut avoir un impact énorme sur toute une vie. Beaucoup. J'ai ensuite fait une autre thérapie parce que j'ai perdu un bébé, à 6 mois de grossesse, j'ai accouché prématurément, donc j'ai vécu un deuil périnatal Waouh! qui m'a beaucoup fragilisée. Ça a été compliqué de m'en sortir, donc D'ailleurs, tu en as pas dans ton podcast, il me semble, hein. Donc j'en parle dans je vous mettrai dans le lien dans la description si justement après cet épisode vous allez, écouter ça parce que c'est assez poignant ton témoignage, là-dessus. Je ne suis pas parent pour le moment, mais c'est ouais. oui, effectivement, c'est vrai que, j'ai tenu à partager cet épisode, pas enfin, ce cet é enfin, ce cette période de ma vie, parce que je sais qu'il y a plein de femmes qui, vivent des deuils périnatals et qu'il y a un vrai tabou sur ce sujet-là. Il y a un vrai tabou parce que l'entourage, est souvent, maladroit et ne comprend pas qu'on puisse, du coup, vivre ça de manière, comment dire? Être vraiment, dans un mal-être par rapport à ça, qui peut durer, hein, qui peut durer donc moi, j'ai voulu partager mon expérience pour que des femmes comme moi puissent se dire: «Ah OK, je peux consulter. Je peux aussi, faire appel à un psychologue, idéalement spécialisé dans le deuil périnatal parce que je ne vais pas mieux». Parce qu'il y a des injonctions qu'on peut subir au sein de la famille comme, «Prie, ça ira mieux». Ça, je l'ai vécu. Redouble de prière parce que, on sous-entend que ta foi n'est pas assez vaillante et que c'est pour ça que tu ne vas pas mieux. Hem Or, clairement, c'est pas une question de foi ou de pas foi, en fait. Je pense il faut se dire et ça c'est un message que je souhaite, diffuser. Il faut se dire que la foi et la thérapie sont clairement compatibles. C'est-à-dire que prier et aller en thérapie, c'est OK, en fait. Il y a pas de choix à faire. Prenez des notes là, les amis, parce que justement, j'allais poser la question parce que je sais que j'ai beaucoup de gens qui sont croyants, hein, quelle que soit la confession, donc je voulais vraiment que tu clarifies et tu l'as déjà fait, donc mesdames chrétiens, juifs, musulmans, bouddhistes ou whatever, elle a dit, donc voilà. Mais oui, parce que, ce qui est dommage, c'est que dans les communautés religieuses, il y a des freins au sujet de la santé mentale. Il y a de vrais freins, il y a de vrais biais sur ça et j'espère que de plus en plus, les personnes, comprendront qu'il y a pas de choix à faire et que la santé, c'est, heu, et la santé mentale et la santé physique. Au même titre qu'on irait voir un médecin généraliste pour une problématique, quelconque. Au même titre, on peut aller voir un psychologue, un psychiatre, un psychothérapeute, pour une problématique d'ordre mental. Il faut que ça soit que bah, à aucun moment je pense que les gens se diraient: «OK, j'ai un cancer, je vais prier et je ne vais pas aller voir de médecin, je ne vais pas suivre de chimiothérapie». À aucun moment, je pense, les gens ne diraient ça donc pourquoi, quand il s'agit de soigner son âme, soigner son mental, il y a des freins? Peut-être parce que c'est les gens se disent: «Oh bah, c'est pas palpable». Mais en vrai, ça l'est, c'est palpable parce que les conséquences d'une mauvaise santé mentale,
se vérifie dans la vie quotidienne, se vérifie même sur le physique, parce qu'on somatise et on peut être physiquement malade parce qu'on a une santé mentale Est-ce que qui tu n'est peux pas juste expliquer somatiser? Parce que je suis pas sûre forcément que tout le monde va comprendre ce que tu veux dire par là. somatisé, c'est-à-dire qu'en fait, parfois on a, par exemple, on souffre de dépression, on peut, la dépression, c'est une maladie mentale, mais on peut développer, des maux physiques. C'est-à-dire, on peut, développer, je dis une bêtise, mais de l'eczéma. On peut développer de l'eczéma parce qu'on est anxieux, par exemple, et ça peut faire voilà, ça peut, avoir comme conséquence de l'eczéma. On peut, avoir, des problèmes d'estomac aussi parce que, potentiellement on fait une dépression et qu'on n'arrive pas à exprimer les choses, ben, ça se répercute sur le corps, en fait. Mmh. Donc voilà, somatiser, c'est vraiment, exprimer, en fait, les mots qu'on peut avoir, les mots, mentaux qu'on peut avoir, à travers, des manifestations, de la santé physique, en fait. OK, beh, merci Jessica pour, déjà pour nous expliquer, comment tu t'es retrouvée dans la à te préoccuper de ta santé mentale. Tu as dit au début que tu vivais une dépression sans le savoir. À quel moment, enfin, est-ce qu'il y a quelque chose qui t'a alerté avant que tu sois dans ta relation, toxique, si je peux le dire? Est-ce qu'il y a quelque chose de palpable? Parce que c'est vrai que souvent on entend dépression, dépression, j d'ailleurs, tu avais fait un post dessus dans ta story par rapport à la Miss US qui s'était suicidée et qui souffrait de dépression. Je sais pas, tu te rappelles? Je crois que c'est si, tu avais fait un post dessus. Ouais. Je sais que régulièrement, malheureusement, on entend des célébrités qui se suicident parce qu'ils vivent de dépression, mais toi, dans ton expérience, comment tu savais que tu vis une dépression? Parce que, je veux dire, c'est pas comme quand tu as, je sais pas, quand tu as mal à la tête, tu as mal à la tête. Quand tu as une migraine, tu as mal à la tête. Quand, tu as un cancer, peut-être tu vas avoir un truc physique qui apparaît. Mais une dépression, c'est vrai que est-ce qu'il y a quelque chose de factuel qui t'a alerté? Là, il y a un truc qui va pas? En fait, c'est la première chose qui m'a alertée, même si, comme je l'ai dit, je n'étais pas vraiment consciente, j'étais pas consciente de faire une dépression. Néanmoins, ce qui m'a alertée, c'est, le fait que je dormais beaucoup plus que d'habitude, mais beaucoup, beaucoup plus. Je n'arrivais pas à sortir de mon lit. Mmh. Je n'a j'avais une tristesse, que je n'arrivais pas à expliquer, parce que je n'avais rien vécu, j'avais pas vécu d'événements dramatiques ou ni deuil, ni chagrin d'amour, par exemple, ni problème de famille. Je n'avais rien qui puisse expliquer, que je sois dans une tristesse, incommensurable, en fait. J'étais vraiment dans Mmh. une tristesse que je ne pouvais pas comprendre. Je me sentais, sans espoir, en fait. Je ne voyais pas le bout du tunnel, je n'avais plus, hem, l'énergie d'aller en cours. Je n'avais plus de perspective par rapport au fait d'aller en cours, d'ailleurs. Je me sentais vide. Je me sentais, sans valeur, en fait. Comme si, voilà, rien ne m'intéressait plus, en fait. Mmh. J'étais désintéressée de tout. J'étais incapable d'apprécier, des choses qui me procurent du plaisir habituellement. Manger, ça devenait, une torture, en fait. J'avais d'ailleurs beaucoup, beaucoup, beaucoup maigri, et même, les gens de mon entourage me disaient: «Mais waouh, tu fumes de l'herbe ou quoi?» Parce que ils voyaient que j'avais maigri. Ils se disaient: «Ah, il y a quelque chose qui a changé dans la vie de Jessica, peut-être qu'elle fume», et puis, j'avais des difficultés à me concentrer, voilà, c'est-à-dire que, les rares fois où j'allais en cours, c'était impossible pour moi de me concentrer sur le cours, en fait. Hem, J'avais des sautes d'humeur aussi, c'est-à-dire que parfois j'étais avec mes amis, et ben, d'un coup, ben, je pouvais m'énerver et partir, en fait. Et eux, ils comprenaient pas, surtout que c'est pas mon habitude, enfin, je suis quelqu'un de plutôt posé, de plutôt calme, et là, c'était pas le cas. J'avais vraiment des troubles de l'humeur. Mmh. Hem
j'annulais des rendez-vous du jour au lendemain, hem, parce que je pouvais pas sortir de chez moi, en fait. C'est-à-dire que je prenais rendez-vous avec une amie, pour aller sur Paris. Finalement, l'heure d'avant, j'annule le rendez-vous parce que je me sentais très anxieuse, je me voyais pas affronter, le métro, les personnes, la foule, voilà, tout devenait difficile, en fait. Tout Mmh. devenait difficile et donc c'est comme, et donc clairement la définition de la santé mentale, hem c'est enfin, maintenant avec le recul, quand j'analyse mon cas, je me dis: «Effectivement, ma santé mentale n'était pas bonne à cette époque-là». Mmh. Parce qu'avoir une bonne santé mentale, c'est se sentir bien, c'est s'accomplir dans ses projets, dans sa vie personnelle, c'est être en mesure de surmonter les tracas de la vie, Mmh. quotidienne, enfin, pour le coup, enfin, des moi, aller enfin, tout était difficile pour moi, tout était difficile. Tout était stressant, heu, Mmh. alors que normalement quand tu as une bonne santé mentale, les facteurs de stress, tu peux, facilement, aller outre en fait. Donc j'étais incapable d'étudier, incapable de travailler, et avoir une bonne santé mentale, c'est pouvoir étudier, pouvoir travailler, c'est pouvoir, échanger avec les autres, avoir une bonne relation avec sa communauté. C'est contribuer à la vie de sa communauté, c'est vraiment être dans un état de bien-être que j'avais plus et être en phase avec soi-même, en fait. Voilà, la santé mentale, c'est ça et moi, à l'époque, je n'étais pas du tout dans cet état-là. Même l'année dernière, j'ai fait une dépression et là, par contre, j'ai su, identifier, que je faisais une dépression et j'ai consulté, assez rapidement, une psychologue, mais c'est pas si simple parce qu'au début, j'ai même eu tendance à nier le truc. Je me suis dit: «Mais Jess, pourquoi tu ferais une dépression? Aujourd'hui, tout va bien pour toi, hem, il y a aucune raison que tu fasses une dépression». Mmh mh, mmh. Hem, Effectivement, il y a pas forcément d'éléments déclencheurs, même si, finalement j'ai compris, pourquoi j'avais fait, une dépression en 2021. C'était plus parce que, j'avais plus de relation avec mes amis, à cause de la Covid, du contexte Covid Ah et ça. et et moi, en fait, oui, voilà, je fais partie des personnes pour lesquelles, avoir, une bonne santé mentale, ça passe par ça. Ça passe par avoir une communauté, avoir des relations amicales, et familiales, ben, fortifiantes, équilibrantes, en fait. Mmh mh, mmh. Voilà, je pense qu'avoir un entourage, sur lequel, on peut compter, avec lequel on échange, qu'on voit, régulièrement, pour partager de bons moments, c'est important et moi, je voyais plus personne, en fait. Je voyais plus personne, j'avais déménagé en plus, parce que j'avais fait construire ma maison. Je suis allée dans un village, campagnard. Bref, tout ça, m'a déséquilibrée et c'est vrai que c'est important d'être alerte sur ces choses-là parce que j'aurais pu laisser, j'aurais pu ne pas, consulter, et qui sait ce qui se serait passé parce que j'avais quand même eu des idées suicidaires à l'époque. Waouh! Ah oui, quand même. Donc tu es allée jusqu' OK, Mmh. et j'allais poser parce que bon, elle vous a dit au début, Chika, que elle est guadeloupéenne, c'est une femme noire et moi, je voulais t'inviter ici parce que, bah, sur le podcast, je mets principalement en avant des femmes afrodescendantes, mais pas que, et c'est vrai que moi, quand j'avais découvert ton podcast, ça avait été vraiment un truc de ouf pour moi parce que, avant, pour tout ce qui concernait le contenu sur la santé mentale, j'avais l'impression que j'en trouvais, mais de la partie anglophone. Ou bien en France, il y avait honnêtement, je trouve qu'il y a pas mal de contenu sur tout ce qui concerne la psychologie, le bien-être, enfin tout ce qui est relatif, à ces choses-là. Mais il y avait pas une spécificité de quand tu es une personne noire. Et c'est vrai qu'en écoutant ton podcast et en te suivant après sur Instagram, j'aime bien parce que tu parles de sujets qui peuvent être parfois spécifiques à une personne noire. Parce que bon, déjà, pour ceux qui écoutaient mon épisode de la semaine dernière, quand tu es une femme dans le monde, c'est une condition particulière. Je dis pas que c'est une condition négative ou positive, mais c'est une condition qui peut
avoir un impact sur déjà, bah, hormonalement, ta paille de naissance, il y a la maternité pour celles qui sont mères, pour celles qui sont pas mères, c'est il y a toute une identité, on va dire, quand tu es femme qui est déjà à part et quand tu es une personne noire, c'est bref, vous connaissez. Je pense que j'apprends rien à personne, c'est parfois des microagressions, parfois, une représentation qui est pas forcément à la hauteur de qui on est, enfin, c'est des incompréhensions, même parfois entre personnes noires, même de la même famille. Enfin, c'est vraiment être noir, c'est une spécificité quand même qui peut avoir une importance sur la santé mentale. Et moi, je voulais savoir, beh, là, de toute ton expérience personnelle, est-ce qu'à un moment donné, tu as été en contact avec d'autres femmes comme toi qui ont traversé des moments peut-être de dépression ou des moments un petit peu, compliqué, avec qui tu pouvais te sentir, appartenir à une communauté? Parce que j'ai maintenant, c'est un beaucoup on en parle beaucoup plus, mais je sais qu'il y a quelques années, on parlait pas vraiment de santé mentale, dans les communautés afro. J'ai l'impression, après, je parle de ma connaissance, je sais pas si c'était le cas, mais j'ai l'impression que c'est je l'ai beaucoup vu avec enfin, avec la pandémie, mais avant pandémie, je voyais pas autant de discussions sur l'importance de la santé mentale, affronter les traumas pour ceux qui ont et cetera. Et j'ai l'impression que maintenant, avec la pandémie, c'est comme si un truc qui a explosé, qui s'est, ouais, démocratisé. Donc je sais pas, Ouais, ouais, je suis d'accord, il y a une vraie démocratisation, de ce sujet-là depuis la Covid, et même, moi, en fait, j'avais lancé, d'abord Thérapie pour afrodescendantes, c'était un blog sur lequel je parlais du sujet de la thérapie, et de développement personnel et petit à petit, enfin, j'ai commencé à échanger avec des femmes noires, qui commençaient à s'intéresser à ce sujet-là et qui me disaient, «Ouais, c'est chiant parce qu'en France, on n'a pas de ressources» et c'est ce que j'avais remarqué, hein, et c'est pour ça que j'avais lancé Thérapie pour afrodescendantes. On n'a pas représentation de femmes noires, qui ayant, une dépression ou faisant appel à un thérapeute, alors qu'aux États-Unis, c'est le cas, il y a quand même une belle représentation, sur ce sujet-là et du coup, de plus en plus de femmes noires ont commencé à me contacter par rapport à ça. Elles étaient hyper contentes de qu'on aborde le sujet parce qu'elles-mêmes, elles étaient en recherche, de thérapeutes noirs. Parce qu'elles avaient fait parfois elles avaient fait des expériences avec des thérapeutes non noirs qui n'étaient pas concluante. voilà, hem et je d'ailleurs je sais pas si je suis en train de répondre à ta question, mais tout ça pour dire là où je veux en venir, c'est que, dans tous les cas, Happiness Therapy aujourd'hui, c'est une communauté de femmes Mmh mh. qui, souhaitent prendre soin de sa santé mentale. C'est une communauté de femmes qui souhaitent prendre soin d'elles, qui souhaitent être alertes sur le sujet, qui souhaitent, peut-être briser, le cycle de la transmission, transgénérationnelle qu'on peut avoir, parce que bon, bah, en tant que personne noire, on a un historique, compliqué et donc il y a des traumatismes, qui se transmettent Ah et bon? Ah, j'étais pas au courant, OK. Mais quand tu dis enfin, c'est-à-dire? Parce que là, ça me fait penser il y a il y a c'est-à-dire? Tu as des exemples concrets, là, bah, il y a des traumatismes qui se transmettent, de génération en génération et il y a en fait, si tu veux, les traumatismes il y a la comment dire? Il y a des traumatismes psychologiques qui se transmettent sur les gènes, en fait. C'est-à-dire, je sais pas si tu as entendu parler de l'épigénétique? Hem, l'épigénétique, en fait, c'est, enfin, j'arrive jamais à vraiment expliquer ça, mais en fait, c'est un peu c'est l'expression, en fait, de certains caractères, relatifs à l'environnement, qui, à l'environnement et au vécu des personnes qui peuvent se transmettre en fait, de génération en génération, et modifier en fait le génome en fait. ah C'est-à-dire que ouais! quelqu'un qui a vécu, par exemple,
les descendants de l'esclavage, en fait, Mmh. moi qui suis, une descendante, d'esclaves et ben, j'ai, j'ai des traumas qui sont liés à la façon dont les esclaves ont été traités. C'est-à-dire que déjà je vais avoir, peut-être, une estime de moi, qui est vraiment au plus bas et d'ailleurs, a priori, l'estime de soi des noirs et notamment des, descendants d'esclaves, n'est n'a pas été, n'a pas été nourrie, tu vois? Comme, on part pas, du même point de départ qu'une personne blanche, en fait, Mmh. parce qu'on a été rabaissé, dans notre estime, pour nous asservir, Mmh. pendant des siècles et des siècles et donc il y a non seulement, heu, comment dire? Une haine de soi qui s'est, développée, en fait, chez les afro-descendants et on peut dire que, quelque part, c'est un traumatisme, en fait. Mmh. La haine de soi, hem, il y a aussi, bah, les violences. Je sais pas si tu as remarqué, mais en tout cas, je sais pas comment ça se passe dans les pays africains réellement, mais je pense que c'est un peu comme aux Antilles. Hem, les Antillais, en matière d'éducation, ben, ils sont assez violents avec leurs enfants. En fait, même si aujourd'hui ça tend à changer, hem, il y avait une violence qui se transmettait, de génération en génération et c'est Mmh. parce qu'en amont, hem, ces gens-là ont subi de la violence, en fait, Mmh. de du fait de leurs conditions, hein. Soit ils étaient fouettés, soit ils étaient enfin voilà et donc ils ont reproduit aussi, ces violences-là, en fait, sur leurs enfants. Hem, après, il y a toutes sortes de il y a plein de comportements, plein de traumas, en fait, même par rapport à l'argent, en fait. On a Mmh. des traumas et c'est pour ça que souvent les gens ils disent, les noirs, les noirs enfin même s'il y a plusieurs sujets, au sujet de l'argent. C'est-à-dire qu'il y a le fait que le manque d'éducation financière, ça c'est une chose. Il y a le fait qu'on parte de plus loin parce que, hem, nous, on commence on est juste la génération, qui commence à vraiment épargner, à Construire. avoir à construire, à avoir des biens, Mmh. pour transmettre. Donc du coup, on part d'un peu plus loin, mais il y a aussi le fait que, les afro-descendants, ben, pour eux, l'argent c'était juste un moyen de subsistance et Mmh. ils s'imaginaient pas faire plus que survivre avec l'argent, en fait. Mmh. Parce que on leur a tellement on les a tellement cassés, par rapport à leur estime d'eux-mêmes Mmh. que, que même, par rapport à l'argent, i ils étaient incapables de construire, en fait. Heu, Mmh. de mettre de côté, d'amasser, suffisamment d'argent pour, Construire ouais, la fameuse, voilà. c'est quoi qu'ils disent en anglais? Generational wealth? Je crois que c'est ça, je crois que c'est ça le terme. Generational wealth. Je pense que c'est ça, c'est en fait le fait de si je vois c'est pas la bonne traduction, mais en gros l'idée c'est de construire un patrimoine financier que tu peux transmettre. C'est pas je paraphrase de ouf, mais c'est pas la bonne traduction, mais en gros c'est, par exemple, tu as des familles qui vont construire, je sais pas, des grandes familles, je prends quoi là? Les Rothschild par exemple, qui construisent justement un patrimoine qu'ils vont transmettre à leurs enfants, qui vont transmettre à leurs enfants et cetera. Donc je crois que c'est ça, generational wealth. Je pense que c'est ça le terme. Mmh. Donc voilà. Mais du coup, juste pour revenir à la question dont je te posais, c'était de savoir, du coup, en fait, i Ah ta mince, plate j'ai même pas répondu à ta non, question. non, non, mais de toute façon, c'était tellement intéressant que j'ai pour ça, j'ai pas voulu couper parce que je trouve qu'on personnellement, j'apprends et je pense qu'on apprend vraiment là de ce que tu dis. Hem, du coup, en fait, ta plateforme, elle est née du fait qu'il y avait des femmes noires en France qui ne trouvaient pas d'autres personnes comme elles qui vivent des enfin, pas des soucis, mais qui vivent des chutes dans la santé mentale de temps en temps, en fait. En fait, ma plateforme est née ouais, c'est en quelque sorte ça. D'une, je me suis dit, «Tiens,
déjà, il y a un vrai tabou dans les communautés noires sur le sujet de la santé mentale, donc ça serait bien de mettre le sujet, sur la table. Ensuite, Mmh. je me suis dit, en parlant avec des femmes, j'ai vu qu'il y avait un besoin de Mmh. femmes noires de consulter des psy noirs, et je me suis dit que ça serait pertinent de lancer une plateforme qui regroupe des psy noirs, pour les personnes qui veulent, du coup consulter un psy noir. C'était le bénéfice était à 2 niveaux. Pour les psys noirs Mmh. et les thérapeutes noirs, ça leur permet d'être visibles pour les gens qui les Mmh. cherchent. Parce que c'est pas forcément facile de trouver, tu tapes, tu psychologue noir, tu vas pas tomber sur, sur un listing de thérapeutes, voilà. Mmh. Et aujourd'hui, c'est ce que je propose avec Happiness Therapy, c'est qu'on puisse, d'une, à travers la plateforme, avoir un listing de thérapeutes, afro-descendants, du coup en France métropolitaine, ou aux Antilles. C'est qu'on puisse aussi prendre rendez-vous avec eux directement en ligne et payer, sur la plateforme Happiness Therapy, de manière à avoir, à faire une visio-séance. Je promeus les visio-séances parce que Ah! OK. je promeus les visio-séances parce que du coup, c'est vrai que ça c'est un vrai bénéfice. Hem, les freins relatifs à la géographie, est gommé, parfois c'est pas forcément évident de faire la démarche Se déplacer. de se déplacer. Surtout quand on a des freins a priori sur la thérapie. Être dans son cocon, dans sa zone de confort, pour ses séances, c'est bien aussi. Et Mmh. puis, la covid a aussi, démocratisé, la téléconsultation, donc c'est aussi un bien. Voilà, il y a pas eu que des effets négatifs, hein, heureusement, par rapport à la covid. Et voilà, donc je voulais principalement répondre aux besoins des femmes noires qui veulent consulter un thérapeute noir, parce qu'elles ont souvent, parfois fait des expériences, négatives, parce qu'elles ont envie de parler avec des femmes, qui comprennent leurs expériences en tant que femmes noires, hem, qui comprennent le fait qu'elles soient en proie parfois à des microagressions. Parce que, il faut savoir que, parfois, certains thérapeutes non blancs ne comprennent pas ces notions de microagression, de racisme, et parfois eux-mêmes, ils reproduisent du racisme, hem, au sein dans le cadre de la Mmh. thérapie, en fait. Et donc ça, c'est une violence supplémentaire, surtout que quand on fait une thérapie, on n'est pas là pour éduquer le thérapeute. On n'est pas là Ah! pour Ça, voilà. c'est clair. Heu, quand tu as des personnes qui te disent, «Ben, ouais, j'ai contacté un thérapeute et le problème c'est que à chaque fois il me disait des choses du genre, "Ah! Ah donc vous avez pu faire des études malgré votre, enfin je veux dire, les gens comme vous, d'habitude ils font pas trop d'études", enfin, tu vois? Ah là 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 là, la France, il faut grandir là-dessus. On est en 2022 par contre, s'il vous plaît. Voilà. Non, là, c'est trop. Des choses, «Ah ben, c'est étonnant que vous fassiez pas partie d'une famille nombreuse, vous êtes que 2 enfants. Ah oui, c'est étonnant parce que d'habitude c'est des smalas, enfin des voilà, c'est 5, 6 enfants». Voilà, je dis pas que tous les thérapeutes non blancs non noirs pardon, heu, Ils sont comme ça. reproduisent des discriminations, des microagressions. Non, bien sûr. Mais bon, voilà, heu, il y en a qui sont pas sensibilisés au sujet de la discrimination, et qui reproduisent des choses. Et Mmh. le but aussi, c'est je pense qu'il faut être éclairé, aujourd'hui, c'est important qu'on recherche en tant que personne noire des espaces safe en fait, des espaces où on n'est pas potentiellement en proie à du racisme ou à des discriminations alors qu'on va se faire soigner. Et Mmh. même, hein, sur des professionnels, de la santé physique, hein, je sais qu'il y a des listes, qui circulent de thérapeutes afro, enfin de thérapeutes, de médecins, de gynécologues, afro, parce qu'il y a des personnes qui font face, parfois à des discriminations, et sur ces sujets-là. Non, mais ça, c'est un réel truc, hein. De toute façon, tous les ans, je pense qu'il y a tout le temps des études qui montrent,
par exemple, que quand une femme noire, j'avais vu ça, des femmes noires quand elles sont enceintes, qu'elles sont moins bien traitées et qu'elles potentiellement, elles ont plus de risques d'avoir une grossesse à risque que, des femmes, caucasiennes ou d'autres communautés. Donc, je veux dire, à un moment donné, les études, bon, c'est des études qui sont pas faites en France parce qu'on n'a pas le Mmh. droit aux études ethniques, mais, voilà, c'est des choses qui sont prouvées, donc, qui sont prouvées, à côté au UK, aux États-Unis de l'autre côté, donc voilà. Et puis, je pense qu'on a tous, pour ceux qui on a tous vécu une expérience médicale qui était pas forcément à la hauteur, Mmh. voilà. Donc ça après c'est je veux bien croire que même chez le psy, ça va être la même chose. Et du coup, donc tu crées cette donc du coup, au début, c'était un blog, après tu fais le blog, après le blog, tu crées vraiment ta plateforme, c'est ça? Tu l'as Ouais. lancée quand ta plateforme déjà? Je crois qu'elle a été lancée en janvier 2021. OK, donc elle a un an là, elle a plus d'un an, plus d'un an, Ouais, en ouais, 2000. elle a plus d'1 an. OK. Sachant que bon, j'ai quand même, mis un peu en suspens la plateforme en 2021 à cause de ma dépression puisque à côté de la pinès-thérapie, faut savoir que je travaille dans une compagnie d'assurance, donc je ne fais pas que la pinès-thérapie à temps complet. Donc j'avais dû mettre le développement de la pinès-thérapie en suspens, mais je suis là sur le sujet, développer, de plus en plus la plateforme, référencer de plus en plus de thérapeutes, de psychologues, afro. Je J'ai encore d'autres projets en Mmh. cours, Peut-être une application, qui sait? Ça serait cool. ben, ouais, 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 c'est, idéalement, enfin, je voudrais que ça soit, une plateforme hyper pratique et ouais, une application, ça serait le rêve. Malheureusement, j'ai eu quelques soucis avec mon développeur, donc ça m'a ralenti sur le développement de la plateforme. Mmh mh. Mais ouais, je réfléchis, peut-être à lancer, peut-être une cagnotte communautaire, dans ce sens-là pour m'aider à développer, une application. Bon, là, c'est encore, au stade de l'idée. Mmh. Je réfléchis activement à ça parce que j'aimerais vraiment que, Happiness Therapy devienne la référence pour les afrodescendants en matière de, santé mentale. Je souhaite que voilà, que la plateforme quand un afrodescendant se dit, «Tiens, je dois chercher un psy», qu'ils se disent tout de suite: «Happiness Therapy», tu vois? Heu, En donc tout cas, les amis, vous avez entendu, hein. De toute façon, dans la description, je mettrai bien évidemment Happiness Therapy si vous voulez aller prendre une consultation, ou peut-être si vous êtes, un professionnel, diplômé, certifié, bah, d'aller vous référencer là-bas. Donc, comme ça, c'est dit, c'est fait. Et moi, j'allais te poser une question, c'est, j'allais dire aujourd'hui, tu as déjà des clients, des retours ouais, de personnes qui ont testé, et qu'est-ce bien qu'elles sûr. en disent du coup? Oh là D'ailleurs, là, je dis «elles», mais ça peut être «il» aussi, hein, mais on va dire «elles». Du coup, bah, en fait, j'ai que des femmes qui sont passées via la plateforme. Cela dit, j'ai quand même des psys qui m'ont dit qu'il y avait des hommes qui sont venus de la part d'Happiness Therapy, mais qui sont pas passés par la plateforme, qui ont contacté directement les psys, suite mmh à mh. des lives, par exemple. J'ai des retours, j'ai beaucoup de retours. J'ai beaucoup de personnes qui me disent, typiquement, la semaine dernière, j'ai eu un retour d'une femme qui m'a dit: «Merci, encore Jessica parce que, grâce à la plateforme Happiness Therapy, j'ai fait, la démarche déjà de vous contacter. Vous m'avez, mis en relation avec une de vos psychologues». Et elle m'a dit: «Déjà, j'ai fait une séance et qu'est-ce qu'elle m'a dit déjà? Elle a fait une séance et elle voit déjà le bénéfice, et elle m'a dit: «Clairement, s'il faut choisir entre faire une séance de thérapie et un restaurant, aujourd'hui», elle me dit: «J'ai 40 ans, je choisis, faire une thérapie parce que j'ai envie d'être heureuse, j'ai enfin envie d'être heureuse dans ma vie, de me connaître, de guérir de mes traumatismes». Et j'ai beaucoup de témoignages dans ce sens-là de femmes afrodescendantes qui me disent, «Ben, finalement, j'ai sauté le pas grâce à Pinès Therapy. C'est vrai que c'était pas évident pour moi parce que c'est vrai que dans ma famille, il y a beaucoup de biais sur le sujet, mais
Mais aujourd'hui, je vois une psychologue régulièrement. Je suis sur le chemin de la guérison ou d'autres qui me disent, allez qui m'envoient des messages pour me dire: «Bah, j'ai pris rendez-vous avec une psychologue parce qu'en 2022, j'ai décidé d'investir sur ma santé mentale parce que je veux accomplir des grandes choses dans la vie et je pense que sans santé mentale, bah, c'est pas possible». Mmh. J'ai plein de témoignages qui sont encourageants, de personnes qui m'ont fait pleurer parfois, de personnes qui m'ont dit, «Happiness Therapy m'a sauvé la vie», quoi. Enfin, je me suis dit: «Waouh». Waouh! Je me suis dit: «En fait, Happiness Therapy, si enfin, ne serait-ce que le fait d'avoir reçu un message comme ça, heu, Mmh. ben, ça a du sens, en fait. C'est ce que je fais, ça a du sens et hem et ça m'encourage, à me dire que moi, mon objectif, Mmh. c'est que la femme afrodescendante puisse puiser au fond d'elle toutes les ressources possibles, puisse guérir hein, déjà en amont, Mmh. ensuite puiser au fond d'elle toutes les ressources qu'elles ont pour accomplir, de grandes choses, pour aller briser le plafond de verre qu'il y a au-dessus de leur tête, pour vivre leur meilleure vie, pour vivre une vie Ouh! prospère, en fait. Ah ça, c'est les phrases qu'on aime. Quand j'entends «living your best life», c'est ma phrase préférée au monde, donc il faut noter, il faut noter. D'ailleurs, j'en profite pour faire passer un message, si jamais il y a des psychologues dans le passage qui s une fois de plus, qui sont certifiés diplômés et qui veulent passer au comptoir, n'hésitez pas, ça sera avec plaisir d'avoir, également votre rapport ici sur des thématiques, dont j'aimerais aborder. Je trouve que ça peut vraiment être intéressant et moi, je vais te poser la question, bon, je sais que tu es pas psychologue ni psychiatre, mais souvent, moi, quand j'entends le mot «psy», je me dis toujours: «C'est quand tu as un problème», genre souvent quand j'entends psy, j'entends trauma parce que souvent on va te dire: «Ah, j'ai eu des traumas enfants, je sais pas, abus sexuels, maltraitance, j'ai été bully», genre, tu sais, il y a toujours, les fameuses grandes hist un peu classiques malheureusement, hein, je suis pas, ça me fait pas plaisir de dire ça, mais souvent quand tu entends psy, c'est souvent les traumas classiques du style abus sexuels, maltraitance, peut-être, quelqu'un qui s'est fait bully pour son physique et cetera. Mais quand tu es pas dans cette case-là, est-ce parfois je me dis: «Mais est-ce qu'on doit tous aller voir un psy?» Je te pose la question parce que j'avais écouté un podcast, je n'ai plus le nom. Je crois que c'est «Tant que je serai noir», mais je ne suis pas sûre et l'invité disait: «Toute personne devrait aller voir un psy» et moi, c'est une Je suis phrase trop d'accord. qui Je suis m'a trop d'accord. habitée, mais qui m'habite encore. Je me suis dit: «Mais déjà, tout le monde n'a pas des traumas, il faut quand même le dire». Même si on parle beaucoup des traumas, je me suis dit: «Tout le monde n'a pas forcément des traumas, type vécu la guerre ou des abus». Mais je me dis: «Aller voir un psy, mais pour faire quoi?» Tu vois? Surtout si tu vis pas de dépression, tu vis pas de maltraitance, tu vis enfin, tu as une vie banale comme tout un chacun, tu vois? Et c'est là, je voulais ton avis là-dessus parce que je me suis dit: «Qu'en penses-tu?» Ben, moi, déjà la dernière fois, je parlais à quelqu'un, je lui disais que pour moi, on devrait systématiquement faire un bilan psychologique au moins une fois par an ou plus. Waouh! Je pense que c'est comme c'est comme faire de la prévention, en fait. Mmh. C'est pour la santé physique, on fait tout le temps de la prévention. Moi, pour ma santé physique, je prends souvent rendez-vous pour faire un même si je vais bien, je prends rendez-vous avec mon médecin. Mmh. Je lui dis: «Oui, donc je viens vous voir parce que, voilà, je souhaite faire un petit check-up pour voir, si tout va bien et tout ça», voilà. OK, il me dit: «Très bien». Ça, c'est important en fait, de faire de la prévention sur sa santé physique et sa santé mentale. C'est-à-dire que Mmh. moi, je vais faire un check-up sur ma santé physique, pour Mmh. savoir si tout va bien. Ben, de même, pour ma santé mentale, je vais voir un psychologue, et je vais faire un petit check-up pour savoir, pour parler avec lui, il va me poser des questions sur moi, comment je me sens. Mmh. Parfois, on peut ne pas être conscient de certaines choses qui se jouent en nous. Mmh. Et parler avec un psychologue peut nous aider à il va tirer les fils, en fait. Il va tirer les Mmh. fils et parfois on en arrive à se dire: «Merde, mais en fait, mais ouais, il y a ça qui me bloque, en fait, dans la vie. Je m'en je m'en rendais pas compte, et c'est à cause de telle ou telle chose, et peut-être qu'il faut que je bannisse telle ou telle chose ou que j'arrête de fréquenter telle ou telle personne». Je pense Mmh. qu'on a tous besoin d'un psychologue. On a tous besoin d'un psychologue, même si on va bien, Mmh. en apparence, heu,
on a tous besoin d'un psychologue au moins pour faire de la prévention, au moins pour, enfin, tu peux aller voir ton psychologue, tu parles avec lui et tout ça, machin. Il peut te dire: «Bah, écoutez, moi, enfin, je vous n'êtes pas obligé de revenir me voir parce que à mon sens, il y a pas spécialement de sujet, sauf si vous, vous avez envie de parler et tout ça. Mmh. Dans ces cas-là, pourquoi pas?» Mais moi, je pense qu'on ne va pas forcément voir un psychologue parce qu'on est en train de vivre un événement douloureux, parce qu'on est dans une profonde tristesse. Mais au contraire, on peut faire de la prévention et aller voir un psychologue parce qu'on va bien, ou parce que parfois on va bien, on a envie d'aller encore mieux, ou parce Mmh. qu'on va bien, mais on a envie de s'assurer qu'on va bien, ou juste parce que, on peut, avoir envie de parler. Parce que dans tous les cas, dans la vie, en fait, rien n'est linéaire. La vie n'est pas linéaire. On vit forcément des hauts et des bas, on vit forcément des dans sa vie de couple, par exemple, c'est pas Ah ça, linéaire. c'est clair. Avec ses enfants, moi, je conseillais, moi, je pense que pareil, quand on aller voir un psy, c'est aussi, hem, chercher à se connaître soi, en fait. Mmh. Heu, je pense qu'on arrive, on vient au monde, on vit, machin, machin. Après, quand on est, adolescent, on commence à construire sa propre identité et cetera. Mmh. Mais on se connaît pas forcément soi-même et parfois on a vécu des traumas enfants dont on n'est pas conscient. On a vécu, des événements avec nos parents qui n'ont pas forcément, ils ont fait du mieux qu'ils ont pu, mais parfois ils ont eu des comportements qui ne nous ont pas permis de développer, un attachement sécure, par exemple, ou, Mmh. que sais-je? Et ça a des répercussions sur nos vies d'adultes. Donc moi, clairement, mon conseil, c'est que ça aille ou que ça n'aille pas, essayez de faire un bilan psychologique, ou si ça va pas, n'hésitez pas à contacter un psychologue pour vous faire accompagner. Dans tous les cas, pour moi, il faut aller voir un psychologue, ne serait-ce que pour se connaître soi et soi-même, enfin pour se Mmh. connaître soi-même, ce qui est important dans la vie, se connaître soi-même pour, être en mesure dans sa vie de tous les jours de poser des limites, de fréquenter les bonnes personnes, Mmh. de se dire, «Ouais, moi clairement, je m'aime suffisamment pour arrêter de fréquenter telle ou telle personne qui ne fait pas du bien à ma santé mentale». Parfois, on n'est pas conscient de ça, donc c'est bien aussi de consulter pour évoluer, dans son identité, en fait. Et j'avais une question à te poser, que je voulais te poser tout à l'heure et là, ce que tu viens de dire, ça me rappelle ce que tu as dit plus tôt. Au début de l'épisode, tu disais que justement, bon, tu as vécu une dépression quand tu es arrivée hem, à la capitale. J'aime pas le terme métropolitaine, mais bref, faudrait qu'on trouve un terme. Oui, À la oui, je sais. capitale, Ouais, c'est hem, vrai. parce que je sais que là, si le Moicast, il passe ici, il va m'insulter, il aime pas qu'on dise ce mot, donc trouvez dites-moi un terme pour parce que j'aime pas dire les dom-toms et la France métropolitaine, donc aidez-moi à trouver un bon phrasé. Beh, vous êtes à la capitale et tu as dit que par la suite, tu étais dans une relation avec, un homme qui était, qui savait as Seigneur, j'arrive plus à parler français, qui s'est avéré être, toxique, violent, hein, si j'ai bien compris Mmh. et par la suite que tu as vécu récemment une autre dépression. J'avais une question, est-ce que quand tu as consulté, je sais pas si tu as des différents, psychologues, est-ce que tu as trouvé que peut-être dans ta famille, il y avait peut-être déjà, hem, génétiquement ou, un historique, propre, à la dépression, quoi que ce soit? En fait, Une alors fragilité, c'est ça, une fragilité, mentale ou quelque chose, ou pas du tout? je parle pas beaucoup du sujet de la santé mentale avec ma famille parce que clairement ils ont des freins sur le sujet. J'ai commencé à parler de ça très récemment avec ma mère. Néanmoins, d'après ce que j'ai pu observer, je pense qu'effectivement, il y a des personnes dans ma famille qui ont fait des dépressions. Il y en a une qui avait consulté, une de mes tantes qui avait consulté. Hem, il y en a qui n'ont pas consulté. J'ai un oncle qui qui
qui a des problèmes de santé mentale, et qui est notamment alcoolique et cetera. Je pense que bien sûr, hein, dans ma famille, il y a des il y a des fragilités et que, qu'il y a eu, qu'il y a eu des dépressions, qu'il y a de l'anxiété aussi. Il y a Mmh. beaucoup d'anxiété dans ma famille, et moi aussi, je souffre d'anxiété. Hem, donc oui, enfin, c'est peut-être pas un hasard si j'ai fait, déjà des dépressions donc Mmh. oui. Et je pense que c'est il faut souvent regarder dans son histoire personnelle, Mmh. et chez sa famille pour se rendre compte que la dépression aussi c'est ça se transmet en fait. Mmh. Heu, il y a des familles, où les gens sont dépressifs, il y a des familles, où tu peux trouver, enfin voilà, aujourd'hui, peut-être il y a de la schizophrénie, mais il y a eu de la schizophrénie peut-être, sur, des générations d'avant. Heu, ouais. Dans mon cas, il y a un sujet sur la santé mentale Mmh. qui n'est pas forcément, Traité. hem, traité, ouais. Et j'allais te poser une autre question parce que c'est un post que tu avais fait récemment qui m'a énormément parlé. C'était attends, est-ce que je vais prendre mon iPhone et te dire? Je crois que c'était un post sur femme noire, il faut tu pas à être forte ou un truc comme ça. C'était quoi le post exactement? Et c'est un Mmh. post qui m'a énormément parlé parce que, moi, je fais partie des gens qui déjà, il y a quelques années, disaient que je ne trouve pas cute. Je n'ai jamais adhéré au hashtag strong black woman. C'est vraiment un truc qui m'a souvent agacée. Et quand j'ai vu ton post, je me suis dit: «Il faut vraiment que je t'en parle» parce que, je trouve que, bon, alors moi, c'est mon expérience personnelle, donc je sais pas, toutes les femmes noires seront pas forcément d'accord, mais là, je parle vraiment en mon nom, Mmh. qu'en tant que femme noire, la santé mentale est pas enfin, on commence à en parler, mais je trouve qu'il y a une espèce de pression mentale parce que tu es tellement poussée dans tes retranchements par la vie à être, entre guillemets, «forte», aller sur tous les fronts que le jour où tu es en mode: «Ah, ça va pas», limite tout le monde est en mode: «Mais comment ça va pas?» Genre toi, ça va pas, genre si toi ça va pas, plus personne va bien, tu vois? Genre c'est limite, j enfin moi je le vois parfois au travail avec certaines personnes qui disent: «Ah ouais, elle est en arrêt maladie, ouais mais c'est pas possible, elle va toujours bien, elle est toujours de bonne humeur». Toi tu es en mode: «Bah, enfin je sais pas, c'est un être humain, pourquoi?» Parce que là, cette personne-là et bizarrement, c'est toujours quand c'est des femmes noires, j'ai remarqué. Là, Ah bizarrement, ouais? ah ouais, j'ai remarqué souvent, dans tous mes emplois, quand il y avait une femme noire qui était en arrêt maladie, il pouvait en avoir plein de femmes, hein, en arrêt maladie, mais quand c'est une femme noire, c'était plutôt source de suspicion. Genre, «Non, mais non, je pense que c'est pas vrai, non», Ah oui, alors que parce qu'il y a tu des as plein biais sur d'autres les femmes, tu femmes noires. vois? Tu as plein d'autres femmes qui étaient blanches, maghrébines, asiatiques, qui étaient en arrêt pour plein de raisons et personne questionnait. C'était en mode: «Je pense qu'elle va pas bien, ouais. Non, je pense qu'elle vit des moments très difficiles avec son conjoint, c'est» mais l'autre femme noire, tu es en mode direct, tu sens qu'il y a un doute et je me suis posé la question de: «Est-ce que les femmes noires, on doit peut-être beaucoup plus verbaliser justement parfois la fragilité mentale du fait que, ben, voilà, là, ça va pas. Là, j'ai besoin de souffler. Là, je vis un burn-out. Là, je vis un décès». Enfin, moi, je sais que ton épisode sur le deuil prénatal m'a choquée parce que je connaissais pas du tout et que justement, je me suis dit: «Mais combien de femmes ont vécu ce genre de truc, mais on ne sera jamais au courant?» parce que, ben, je sais pas, peut-être qu'elles en parlent pas, elles ont honte ou c'est pas évident, enfin, tu vois? Et je me suis posé cette question-là et c'est pour ça que j'avais aimé ton post sur, tu n'as pas forcément à être forte parce que je trouve que le mot forte, parfois, c'est un peu ce côté un peu super-héros invincible, comme s'il peut rien t'arriver et c'est Bah pour ça que oui, je trouve que c'est toujours à double tranchant de dire bien sûr. strong, qui Bien n'est pas sûr, ça négatif, hein, pour ceux oui, qui écoutent, c'est c'est pas pas du tout négatif, négatif, hein, mais voilà. mais c'est du positif toxique, en fait. Ah ça. C'est du positif toxique et moi, enfin, c'est vrai que je souhaite vraiment que les femmes noires, enfin, déjà, il y a un vrai stéréotype de la femme, noire forte, et d'ailleurs, je l'ai pas évoqué tout à l'heure là, mais je voulais parler du syndrome méditerranéen, qui qui empêche, qui a empêché pas mal de femmes, enfin, ça me fait penser toujours au cas de la jeune femme qui était décédée, alors qu'elle avait appelé en fait, Ouais, les, les 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 lignes, secours. Comment ouais, elle s'appelait déjà? je sais plus.
Hem, Ah, c'était passé à la télé, cette histoire. Je me rappelle, ça avait fait le tour de pas mal de médias, malheureusement. mais oui, j'oublie comment elle s'appelait, tout ça parce que les professionnels de la santé, se disent que les minorités, et notamment les noirs, exagèrent, toujours dans leur, là je fais juste un petit parallèle comme ça parce que je souhaite genre c'est important comme sujet, et ça me fait revenir à ce que je disais avant. C'est pour ça qu'on fait enfin, c'est important de faire attention aux professionnels de santé qu'on va voir, parce qu'il y a beaucoup de stéréotypes, de la part des gens sur les personnes noires. Il y a déjà ce syndrome méditerranéen qui a coûté la vie à une jeune femme, et le syndrome de la femme noire forte. Je pense que, heu, il y a plein de femmes d'ailleurs, il y avait une femme qui avait consulté, une psy, sur Happiness Therapy qui m'a dit, qu'elle a décidé d'enlever sa cape de super, woman en fait, parce que, ça finalement, au lieu de la rendre forte, ça l'a fragilisée pendant des années, et que là, elle veut juste être une femme, quoi. Elle veut juste être humaine, montrer, qu'elle a des émotions comme tout le monde et ne pas avoir peur de les montrer. C'est comme si en fait, le fait qu'il y ait ce stéréotype-là qui pèse sur nous, enfin, c'est comme si, bah, les femmes noires, tu vois, comme tu disais, quoi, elles ont pas le droit d'être malades, elles doivent tout porter sur leur dos, elles doivent jamais se plaindre, alors qu'une femme blanche est délicate, peut être fragile, voilà, enfin, il y a une différence d'attention qui se porte sur elle et le problème, c'est que la femme noire a pris ça sur son dos, l'histoire de femme noire forte comme une force, mais en fait, c'est loin d'être une force parce que, ça l'empêche de s'exprimer comme elle le devrait, d'exprimer ses émotions et ça l'empêche de chercher de l'aide quand elle en a besoin parce qu'elle veut tout prendre sur son dos. Mmh. Et je pense que nos mères ont intégré ça, nous on a intégré ça, on se sent obligé de surmonter toutes les difficultés, sans demander de l'aide, et peu importe le prix, c'est-à-dire le prix physique, le prix mental, hem, moi je souhaite vraiment déconstruire ce mythe-là, hem, je souhaite juste que les femmes noires se disent: «Voilà, j'ai pas à tout prendre sur mon dos, je peux être en couple et déléguer». Pardon, pardon, il faut noter ça, s'il vous plaît. Non, non, il faut vraiment noter et même les Parce tantines, hein, parce que c'est pas que je suis pas inquiète pour les gens, des plus jeunes, mais les tantines, notez si vous m'écoutez aussi. Parce que vous, là, c'est trop. Vous voulez faire la cuisine, vous voulez travailler, vous voulez faire le ménage, vous voulez faire vos tantines, vous voulez non, à un moment donné, vous c'est pas possible. Après, à 60 ans, vous êtes claqués. C'est pas possible. Il faut mais oui et c'est non, mais c'est clair parce que, l'espérance de vie des femmes noires, mine de rien enfin moi je sais que j'ai lu des études américaines, et on montrait qu'il y avait quand même pas mal de femmes noires qui mouraient assez précocement, parce qu'elles le cœur. elles se laissent miner par le stress, par l'anxiété. Elles sont pas conscientes de ça et que le stress et l'anxiété, en vrai, ça a, des conséquences sur la santé physique et que ça peut, occasionner des cancers parce que tu prends sur toi, parce que tu n'exprimes pas tes émotions, tu fais de l'hypertension, tu fais ça, enfin voilà. Et ouais, clairement, les hommes ne sont pas nos ennemis. Alors quand on est en couple avec quelqu'un, on doit pas être là à tout vouloir supporter. Hem, enfin, moi j'ai appris aussi à déléguer à mon mari. Enfin, pas le nombre de fois où mon mari, il me demande de l'aide pour plein de choses et moi je lui disais à un moment je lui dis: «Mais moi je te demande jamais d'aide, je fais tout toute seule et tout, j'ai jamais besoin de toi». Il me dit: «Mais en fait, tu as besoin de moi. C'est toi qui veux faire tout toute seule, mais personne ne te force, en fait». J'ai réfléchi, j'ai dit: «Ouais». J'ai dit: «Purée, je crois que je suis en train de développer le syndrome de la femme noire forte qui veut tout prendre sur son dos, hem, qui veut pas demander de l'aide».
Et en fait, qu'est-ce que ça génère? Ça génère de la colère, de l'irritabilité. Parfois, on voit les mamans noires toujours, énervées, toujours fâchées, toujours, voilà, irritées pour un rien, en train de crier sur toi. Mais c'est même pas de leur faute, c'est parce qu'elles ont pris sur elles, c'est parce qu'elles sont stressées, parce que ça se trouve, elles font une dépression depuis des années. Non, mais Mais tu sais que Jessica, j'allais te poser la question parce que moi, c'est une question que depuis que tu me parles, je me pose la question de est-ce que tu as des femmes noires un peu plus âgées? Alors, quand je dis âge, c'est vraiment peut-être plus 50 qui viennent et parce que non, je te jure, c'est un truc qui me taraude en fait parce que moi, enfin, je parle de mon vécu quand je vois dans les femmes de ma famille d'un certain âge. À chaque fois, je leur dis, ma mère, elle va m'écouter de toute façon, elle connaît mes épisodes, donc elle connaît ma bouche. Je lui dis, maman, moi, cette vie-là, je peux pas, hein. Je lui dis, moi, cette vie où tu es au four, au moulin et tout ça, en fait, pour moi, c'est pas viable, en fait. J'ai dit, moi, les histoires de vivre où tu arrives à 60 ans, tu es claqué parce que tu as toujours tenu tout par les 10 bouts. Je ne s- mmh, Et vraiment, s'il y a des tantines ici qui m'écoutent, des matères au pays, où que ce soit, bah, c'est peut-être le moment, là, c'est votre chance de déléguer à vos enfants, à vos maris. En fait, de toute façon, si tu fais pas, quelqu'un fera, hein. Tu pas Dieu, donc bien sûr, elles sont en mode survie en permanence en plus et elles vont toujours bien, mais quand tu leur demandes comment ça va, ça va, ça va. Mais pour autant, elles prennent trop de choses sur leur dos. bah, tu vois le visage. Le visage, il parle, hein. Mais oui, elles donnent la priorité aux besoins des autres, elles sont dans un schéma sacrificiel, en fait. C'est-à-dire, elles se sacrifient pour leur famille. Heu, non, faut déconstruire ce schéma-là. Le schéma de sacrifice comme ça, hem, il y a une lignée de femmes qui ont été élevées comme ça, qui reproduisent ça, mais je pense que notre génération comprend, de plus en plus, si bien que moi, sur la plateforme Happiness Therapy, il y a pas de femmes de 50, 60 ans qui consultent. J'ai des femmes de ma génération qui me disent: «Je veux prendre rendez-vous pour ma mère, en fait. J'essaye de prendre rendez-vous pour ma mère, mais elle veut pas». Ou bien, «Ah tiens, finalement, vu que ma mère a vu les effets de la thérapie sur moi, finalement, elle veut prendre rendez-vous». C'est comme ça que ça se fait. Mais jamais une Ah! femme noire va prendre rendez-vous, une femme noire d'une cinquantaine d'années, soixantaine d'années, ne va prendre rendez-vous spontanément. Mmh. Heu, elles ont des freins par rapport à ça. Pour elles, elles ont pas besoin de ça. Enfin, je vois ma mère a 60 ans, elle me dit: «Mon psychologue, c'est Jésus». Mon Ah psychologue, c'est Jésus. punaise. Donc c'est pour te dire, hein, c'est je Ou bien les elle phrases de ça, c'est les choses des blancs. Ça, c'est une phrase qui m'a hantée toute ma vie. Vos histoires des blancs là, nous on fait. Je dis: «Mais c'est parce que tu fais que ça marche ou que ça va bien». mmh, Elle dit: «Ah non, non, vos histoires des blancs là, nous on fait, on a toujours fait et ça va». OK, go. mmh, mmh. Waouh. Ouais, ouais, non, non, mais je pense qu'au moins ce qu'il y a de positif, c'est que je pense que les femmes de notre âge, enfin bon, je pense que tu es quand même plus jeune que moi, mais hem, on on est là aussi, même si nos parents n'ont pas pu, investir sur leur santé mentale. Je pense qu'on peut donner un témoignage, parfois dans le sens où nos parents vont voir que: «Ah tiens, bah, tiens Jessica va de mieux en mieux, Mmh. elle a l'air épanouie, elle est bien. Peut-être que peut-être que je pourrais aussi aller voir un psy, voilà. Et Jessica, ton psy, tu peux voir, si je peux aller le voir?» Tu vois, tout comme, moi ma mère, elle a vu que je consultais un naturopathe, elle m'a dit: «Ah tiens, j'aimerais bien consulter un naturopathe» parce qu'elle elle a vu les bénéfices, tu vois? Mmh. Hem, ou bien, parler de ça à nos mères, en fait. Mmh. Elles si tu vois, si cette génération-là n'ont pas pu investir sur ce sujet-là parce qu'ils étaient sur d'autres sujets, Mmh. heu, dans le mode survie, pour, nous faire manger, et avoir un toit sur la tête, peut-être qu'aujourd'hui, il faudrait que, voilà, qu'elles se posent un peu, qu'elles essayent de profiter de la vie, qu'elles essayent Preach. de gérer leurs émotions, de les accueillir aussi, enfin, je parlais avec quelqu'un, j'avais fait un live sur YouTube Mmh. et la personne qui m'a invitée, oh j'ai oublié, Lee, voilà, il s'appelle Lee. Lee, il me disait: «C'est marrant parce que je lui disais que nos parents ne savent pas profiter de la vie. Ils savent pas se poser, ils savent pas chiller, en fait.
Oh my gosh! Attends, attends, il faut faire une pause. J'espère que ma mère va écouter cette pause. Je vais lui envoyer ça de toute façon sur WhatsApp parce que sinon, elle va pas écouter. Et Mais ça, c'est un débat mais d'une vie avec ma mère. Depuis que je suis née jusqu'à aujourd'hui, elle ne comprend pas le principe des vacances, hein. Vos bah, histoires de non, dépenser l'argent, là, je ne comprends pas. Tu es le vent, tu voyages pour aller où? Je dis: «Maman, mais» je dis que: «Mais tu travailles, tu as un temps que la loi t'impose. Il faut se relaxer». «Non, non, moi, quand je vais mourir, je me dis que: «Mais c'est pas une vie ça». ouais, Tu sais c'est que ma mère, j'ai horrible même comme payé des phrase. Moi, vacances. J'ai dû lui oh. payer des vacances l'année dernière pour Mmh. et elle me dit: «Ah, ça change la vie». Je dis: «Mais maman, Ah, c'est bien. je dis: «Mais c'est ça la vie, en fait. La vie, c'est pas juste le tu cours, tu cours». En tout cas, mais waouh, mais ça, c'est un franchement, j'en rigole, mais j'espère cet épisode va aussi encourager les enfants, les cousins, les parents ou qui que ce soit qui m'écoute à créer ce lien aussi avec les parents et leur dire: «Maintenant, il faut un peu let it go et vivre, en fait». Mmh, mmh. Parce que la vie, elle passe très vite et on peut très vite mourir, en fait et c'est voilà, c'est vraiment mon message que j'ai envie de faire passer là. Mais je te laisse, je t'ai coupé, je te relaisse parler de ça. Non, non, mais c'est ce que je voulais dire, en fait, hein, je pense que nous, on a peut-être aussi un rôle à jouer, vis-à-vis de nos parents, pour qu'ils puissent, prendre soin de leur santé mentale, leur faire comprendre l'importance de la santé mentale, leur faire comprendre qu'il y a pas de santé sans santé mentale, pour que, aussi, enfin, ils puissent consulter, parce que, ils sont pas forcément exempts de comment dire? De maux, relatifs à la santé mentale donc voilà, au moins leur faire prendre conscience de ça. Je pense qu'on peut être ces voix-là, hein, les la voix de conscience de nos parents. Au moins leur parler de ça, même si ça porte pas ses fruits tout de suite. Peut-être que ça pourra faire son chemin. Moi, c'est ce que je fais, en tout cas avec ma mère, parce que je pense qu'on a besoin de guérir dans les communautés noires. On a besoin de guérir, on a besoin d'aller mieux, on a besoin de briser des traumatismes transgénérationnels. Voilà, on a besoin de tout ça, de prendre soin de soi. On a besoin de prendre soin de soi, parce que la vie, on évolue quand on évolue en France, on évolue dans un contexte qui est pas forcément facile, hein, où on subit du racisme et on sait que le racisme, ça a un impact sur la santé mentale. On sait que les microagressions, ça a un impact sur la santé mentale et donc faut qu'on arrête d'être en mode survie en permanence, quoi. Et il reste 2 questions, parce qu'on a beaucoup parlé des mamans, des femmes, mais les hommes dans tout ça, parce qu'on vit pas dans un monde que de femmes, on vit dans un monde, Dieu merci, moi qui aime les hommes quand même, il faut dire la vérité, dans un monde où il y a les hommes, n'est-ce pas messieurs? Je sais que vous m'écoutez et les hommes dans tout ça, parce qu'eux, qu'est-ce qu'il en est de leur côté, leur santé mentale? Ah bah, les hommes, c'est encore pire. C'est encore pire parce que est-ce que tu sais que les hommes se suicident plus que les femmes déjà? What? Les hommes se suicident Waouh! plus que les femmes et pourtant les femmes, statistiquement, souffrent plus de dépression que les hommes. Hem, Waouh! J'avais regardé les chiffres de suicides d'hommes en Afrique. De mémoire comme ça, parce que je me rappelle plus trop des chiffres. Je sais que peut-être, je sais que en Côte d'Ivoire, je crois que le taux devait être à 23 en fait. Putain. C'est énorme, en fait. Je sais au Nigeria, il y avait le taux était encore plus élevé. Hem, Au Sénégal, il y avait des taux aussi qui étaient peut-être à 17, mais c'est des taux énormes parce qu'en France, le taux, il doit être à, je sais plus, 14. Il y a plus d'hommes qui se suicident en Afrique qu'en Occident, qu'en France en tout cas. Ça, c'est des chiffres qu'on n'a pas, enfin qu'on n'a pas, enfin, faut chercher pour les avoir. Dans tous les cas, ça veut bien dire une chose, c'est qu'il y a un vrai tabou, c'est qu'il y a un vrai sujet sur la santé mentale, hein, c'est que c'est pas parce qu'on est noir qu'on a forcément une bonne santé mentale, parce que les noirs ont tendance à croire qu'ils sont forts, et qu'il y a pas de raison pour qu'ils aient une santé mentale, en berne parce que c'est un truc de blanc, d'être faible. Ben non,
en fait. Le problème, c'est que les hommes, globalement, que ce soit les hommes noirs ou les hommes blancs, ont été élevés, dans un dans dans une idée, selon laquelle les émotions des hommes ne doivent pas être vues, doivent être dissimulées, doivent être ignorées. Parce que quand on est un homme, et ben, on est fort, quoi. Un peu comme, ce qu'on impose un peu à la femme, noire forte et ça et seuls les hommes, en fait. Les hommes, ils sont de fait, ils se renferment sur eux et ils osent pas parler de, leur vulnérabilité. Ils osent pas partager leurs émotions, même entre eux, hein. Hem Waouh. Et moi, je suis contente parce qu'il y a quand même des hommes qui commencent j'ai vu des hommes afro-descendants qui sont coachs, qui commencent à parler de tous ces sujets-là, de la santé mentale. Il y a des rappeurs, comme Jay-Z, hein, qui parlent du fait, d'aller voir un thérapeute. Il y a, plusieurs, plusieurs, personnalités, musiciens, rappeurs, afro-américains qui ont parlé de leur dépression, hein, de leurs difficultés et donc j'espère que les réseaux sociaux, vont permettre aux hommes de s'identifier à tous ces hommes-là, qui encouragent des hommes noirs à parler de leurs problèmes de santé mentale, qui encouragent les hommes noirs à consulter. Kanye West qui est bipolaire, ben, voilà, ça participe aussi à la représentation. C'est une représentation pas top, mais dans tous les cas, c'est de la représentation et ça permet à d'autres hommes de se dire: «OK, même Kanye West est bipolaire, moi qui suis quelqu'un de lambda, ben, voilà, il y a si je vais mal, c'est pas anormal en fait. Enfin, c'est pas que c'est pas Mmh. anormal, mais je veux dire, voilà, c'est tout comme, et il y a plusieurs personnalités, afro, américaines, des femmes qui ont, parlé de leur fragilité, au niveau de leur santé mentale. Heu, Taraji, je crois, tu avais posté sur ta page ouais, Taraji, qui a ouais, beaucoup parlé de ça. oui, ouais, 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 elle a beaucoup parlé de ça. Parce que justement son père avait des problèmes de santé mentale et tout et elle aussi d'ailleurs. Mais ouais, c'est vrai que Happiness Therapy s'adresse, avant tout aux femmes parce que j'ai voulu d'abord faire ce travail-là sur les femmes, mais je pense que je posterai de plus en plus sur pour les hommes. Hem, Mais si vous pouvez aussi créer votre plateforme. Excusez-moi, je suis un peu violente là parce que c'est toujours les femmes noires qui créons les choses. Créez aussi vos plateformes pour vous. Peut-être même interdire aux femmes, c'est pas grave, mais en tout cas, créez vos endroits pour aussi aller bien. Parce que si on a des femmes et des hommes qui vont bien, eh ben tout le monde va bien, OK? Mais je laisse Jessica continuer. non, non, c'est clair. Moi j'ai des psychologues qui m'ont dit, j'ai une psychologue qui me disait: «Bah, tu sais, j'ai des hommes noirs qui viennent me voir et tout». Elle me dit: «Je suis contente et tout, il y en a de plus en plus» et elle me dit: c'est marrant parce que quand ils viennent me voir, ils mettent leur capuche, ils regardent comme ça à gauche, à droite quand ils rentrent dans le cabinet pour voir si on les voit pas. Ils me disent: «Ouais, bah, écou ma femme ne sait pas que je viens et tout». «Ouais, à ce point-là?» Il me dit: «Ouais, mais au moins ils viennent». Donc That's good, c'est c'est déjà bien. bien, c'est déjà bien. Hem, ouais, il y a de plus en plus de psy qui me disent: «Ouais, il y a des hommes qui me contactent, il y a des hommes qui viennent, et tout». Avant c'était vraiment, que des femmes, maintenant il y a, 1 ou 2 hommes qui viennent, 3, ça vient, ça vient. Hem, donc je suis contente. Il faut qu'on fasse encore le travail, hein, c'est pas fini. Je pense qu'il y a un énorme travail à faire, pour mettre fin à la stigmatisation de la santé mentale de la part des hommes, qui n'aient pas honte de demander de l'aide en fait. Voilà, Mmh. c'est important. En tout cas, franchement, Jessica, merci. Ça fait un moment que je voulais t'avoir et on a enfin réussi. Je sais pas s'il y avait un dernier truc que tu voulais, peut-être, je sais pas, un livre que tu aimerais conseiller. Bon, un podcast, ton podcast, donc on va pas dire de podcast, mais est-ce qu'il y a il y a quelque chose que tu pourrais conseiller à quelqu'un qui, là, il nous a écoutés et qui veut peut-être aller explorer cette partie-là, qu'il a peut-être pas encore osé, homme ou femme? Je sais pas, un livre, Purée, un j'ai j'ai film, j'ai quelque j'ai plein chose? de livres à proposer. J'ai un livre qui s'appelle, «Guérir nos blessures d'enfance», écrit par, Yann Psobny, qui OK. est une psychologue, afro, Ah! Il faudrait que je lise ça. c'est super ce livre-là. C'est vraiment super. Ce qui est intéressant, c'est que, elle aborde ce livre-là avec les blessures d'enfance, qu'on peut avoir en tant qu'Africain.
Ah! En tant qu'Africain. Par exemple, dans le livre, ce qui est bien, c'est que enfin moi j'avais lu des, par exemple, elle parle de la parentalité africaine, qui est différente encore de la parentalité, occidentale Mmh. et elle parle de certains schémas familiaux, de certains codes culturels et cetera, de comment l'éducation s'organise, en Afrique et quelles peuvent être les conséquences notamment de, la polygamie, Mmh. heu, notamment de ça, du manque d'affectivité. Parce que bon, les parents afro ne montrent pas trop leur attachement et ça a un impact en fait. Et ce qui est bien, c'est qu'elle donne des cas. Par exemple, elle avait donné dans ça plusieurs histoires, l'histoire de Gloria notamment, je crois. Son père l'avait laissée chez sa tante en fait, chez sa tante qui était en ville. Mmh. C'était en Afrique, hein. Son père l'avait laissée chez sa tante qui est en v qui habite dans une grande ville, qui était, favorisée, qui était f qui avait de l'argent et le père en fait, il a fait ça pour le bien de sa fille, Mmh. espérant qu'elle aura un avenir glorieux, Mmh. qu'elle travaillerait et tout ça. Or, elle a servi de bonne à la tante Oh my god! et en fait, si tu veux, tout ça a participé à plusieurs traumatismes. Déjà, elle s'est sentie abandonnée par son père. Elle s'est OK. dit: «Mais pourquoi mon père enfin, est-ce que c'est une punition? Pourquoi mon Mmh. père m'a emmenée là, en fait, Mmh. où j'étais bien, elle était bien dans sa famille, en fait. Tout se passait très bien avec son père l'aimait beaucoup et c'est parce que son père l'aimait beaucoup que son père l'a envoyée là-bas, en fait». Et tu vois, elle, Elle a elle pas elle a vécu pas comme ça. perçu ça comme ça. Elle Waouh. a vécu ça comme un abandon. Donc après, il y a des impacts sur sa vie d'adulte, en fait. Mmh. Elle a eu des relations dysfonctionnelles, des relations de couple dysfonctionnelles avec des hommes, parce que enfin, là, je peux pas rentrer dans tous les détails, Faudra mais lire le livre, les amis, je vous mettrai la description. Comme voilà. d'habitude, dès qu'il y a des livres cités, la description est dans le lien de la description si vous voulez le lire ou l'acheter. Mais enfin, ce livre-là est super pour comprendre, pour guérir de nos blessures d'enfance parce qu'on a tous des blessures d'enfance, des blessures Mmh. émotionnelles. Mmh. Après, le problème, c'est que ça se répercute dans l'âge adulte, à travers plusieurs situations. On peut développer des carences affectives et cetera, et ouais, c'est important de résoudre ça. Les blessures d'enfance, c'est important de guérir de ces blessures d'enfance. Donc Mmh. il y a ça. Il y a plein de livres, hein, que j'aime bien et tout. Il y a, l'esclavage, quel impact, sur la psychologie des populations? OK, Qui a été écrit par, Aimé Charles Nicolas qui est un psychiatre antillais. OK. Je vous mettrai dans Heu, la description aussi si vous voulez l'acheter les amis. Ça, je connaissais pas ce livre. du Je crois coup, que tu tu pas fait un reels dessus? oui, ouais, Ah, ouais. Du coup, il top. parle des traumatismes psychologiques, qui ont été transmis. Je l'ai pas ce livre-là, il est vraiment à lire, pour comprendre, l'impact des transmissions en fait, sur l'ADN, enfin qui ont Mmh. laissé des traces sur l'ADN et cetera. Il y a ça, il y a un livre qui vient de sortir récemment, de Marie da Silva, qui est super sympa, Survivre au heu, taf. sur Vive au taf, ouais. Il parle des stratégies d'autodéfense pour les personnes, minorisées, Ouh! hem, qui est assez, pratique. Je l'ai pas encore enfin j'ai commencé à le lire, mais je l'ai pas encore lu. Elle donne des stratégies, elle donne des cas pratiques. Donc je le conseille. Bientôt, je vais faire un book club sur Happiness Therapy pour lire des livres, comme ceux-là et pour, en débattre, partager, avec, un psychologue qui sera Mmh. présent et il y a mon livre chouchou qui est «L'estime de soi des noirs», Ah ça, écrit, il faut que je le lise là parce que putain, tu rallonges ma liste de livres, j'ai peur. J'ai une liste de livres qui n'arrête pas de se rallonger. Oh mon Dieu, mais c'est tu cool. tu m'étonnes. C'est un ouvrage qui propose de comprendre, comment l'estime de soi, s'est construit, pour, enfin notamment, enfin là, elle parle vraiment des Guadeloupéens, mais c'est moi je trouve que c'est un livre qu'on peut, Globalisé. que n'importe quel noir peut lire, hein, parce Mmh. qu'on comprend bien, la construction de, l'estime de soi chez les personnes, noires, notamment ayant grandi dans une société post-esclavagiste et on comprend aussi comment certains proverbes, que nous, en tant que personnes noires, on peut employer
peut être humiliant et peuvent, comment dire? Se réaliser. Typiquement, je sais pas si tu as déjà entendu ça, mais il y a des gens qui disent des choses, du type, j'ai aucune mémoire donc je vais voir si Ouais, je te je vois peux feuilleter le livre et tout pour chercher, ouais. je vais voir si, il y a des noirs qui disent des choses du genre, des phrases dénigrantes sur les noirs, du genre, les noirs, les noirs sont feignants, par exemple, ou Mmh. les noirs ne pourront jamais réussir, ne ensemble, en fait, Mmh. que et il y a plein de phrases comme ça qu'on dit en Guadeloupe, et si ah ouais, attends, voilà, j'ai une phrase. Faire du bien aux noirs, c'est comme lui faire du mal. Enfin là, c'est un peu pour montrer l'ingratitude du noir, l'absence de reconnaissance du noir. Ou par Mmh. exemple, les noirs sont incapables de s'allier pour mener à bien un projet ou une action. Il y a souvent des gens qui disent ça en fait, ou le noir est jaloux même de la misère, tu vois? C'est horrible de dire ça, c'est de dire Ah, que cette phrase, je l'ai déjà entendue très souvent, ouais, celle-là. ouais, oh là là, ou les noirs n'ont jamais honte. Des phrases comme ça. Plus le noir est foncé et plus il est stupide. Ça, What? j'ai j'ai Ça, souv j'ai jamais entendu par contre. Moi, j'ai souvent entendu: «Il est noir comme la nuit», mais j'ai jamais entendu celle-là. ben, ouais, Waouh! c'est des phrases que les noirs se disent. En fait, c'est du racisme intériorisé, en fait. Mais, Ouais. il faut déconstruire tout ça. Enfin, il faut que les noirs arrêtent de dire des choses comme ça sur eux, en fait, parce que les proverbes se réalisent, en fait. Les La mots ont un parole pouvoir. est prophétique, ouais. Mais oui, les paroles sont prophétiques. Donc ouais, c'est un livre Ça, il que j'ai faudrait je vais voir s'il est dans ton liste parce que ça, tu m'as de tous les livres là, enfin, ta liste, elle est top, mais tu m'as vraiment envie de tu sais quoi? Ça serait cool qu'on se fasse un débrief de livres, dans un épisode peut-être dans je sais que tu es très occupé, mais un de ces 4, ça serait cool parce que là, c'est important. Je pense que tout ce qui est estime de soi, c'est un travail qui se finit jamais en vrai. Enfin moi, je sais non, pas, hein, mais je pense non. pas qu'il y a un jour où tu arrives, tu te dis: «C'est bon, I made it». Like Non, c'est l'estime de soi, c'est comme un muscle, en fait, ça se travaille, au quotidien. C'est comme si tu arrêtais tu faisais de la musculation et que tu dis: «Ah, c'est bon, je suis bonne et tout», et et tu finalement relâches, tu ouais. arrêtes, dans 5 ans potentiellement, waouh, tu plus de muscles, en fait. Ça se travaille, en fait, ça se Mmh, nourrit, au quotidien, c'est pas linéaire, c'est mmh. vraiment un truc, qui, heu, qui se nourrit, en fait. Bah, en tout cas, là, les amis, vous avez une liste de livres canons à lire. Je vous mettrai tous les liens dans la description. Comme d'habitude, je vous rappelle que les liens, si vous achetez des livres, c'est affilié, donc ça peut toujours être cool pour le podcast et n'hésitez pas à faire des retours de livres comme ça qui sont conseillés. Est-ce que ça vous a fait du bien? Est-ce que vous avez appris et cetera? Comme ça, à Jessica ou à moi ou nous 2, comme ça, on voilà, ça parce que c'est important de lire. Vous savez que je suis dans les challenges de book, donc vraiment, lisons et apprenons. Heu, moi, je vais te ouh là, je vais te je voulais te remercier, pour ton temps. On a enfin réussi à le faire. J'espère que cet épisode va encourager tout un chacun à tenter l'expérience, Happiness Therapy, à tenter la thérapie. Je sais pas si je vais sauter le pas tout de suite, mais je vais mettre de toute façon, c'est sur ma liste. Je me suis dit: «Il faut que 2022, je fasse au moins une thérapie», donc why not? Peut-être je vous en N'hésite ferai un pas. débrief. Je vous ferai peut-être un débrief les gars, quand j'aurai fait la première pour vous dire comment ça s'est passé tout ça. Je vous en Ouais. dirai plus, mais merci, merci. Comme d'habitude, si tu as aimé l'épisode, tu hésites pas, les 5 étoiles sur Apple Podcast, sur Spotify, le pouce sur YouTube avec un commentaire. N'hésite pas à faire des retours. Qu'est-ce que tu as pensé de cet épisode? Je serais vraiment, curieuse, ça me ferait plaisir et bonne soirée, bonne journée, bonne semaine. À la semaine prochaine. Bye. J'ai bravé les dangers, j'ai traversé les eaux. J'ai marché sur la braise pour caresser ta peau. Je promets de te construire un château dans le ciel et d'arrêter le temps pour que notre histoire soit éternelle. D'affronter tous les obstacles, les tempêtes, les cyclones, de combattre et d'abattre les cerbères, les cyclopes. Pour te chanter des mélodies que tu seras seul à entendre. Je t'inventerai un langage que tu seras seul à comprendre. Tu es le spectre de ma vie, tu hantes mes jours, mes nuits, l'objet de mes rêves, le théâtre de mes envies. Je déplacerai des montagnes, je décrocherai la lune. Pour qu'enfin ta vie et la mienne ne fassent qu'une. Quel est donc ce sortilège? Je suis comme prise au piège de mon amour pour toi, car ta beauté ma siège. Je t'offrirai des pierres précieuses et des rivières de diamants. Je pourrais freiner mes envies, tu m'attires comme un aimant, un aimant, un aimant.
cœur bat au rythme de ton cœur. Et lorsque tu m'effleures, je perds le contrôle de moi. Tu me transportes ailleurs, tu me bâillonnes et me flagelles. C'est une douce torture. Je succombe sous l'effet de tes baisers et tes morsures. Chair en ébullition, âme en lévitation. Nos respirations sont en parfaite synchronisation. Je fonds lorsque tu me touches avec tendresse. Je vibre lorsque tu m'enlaces et me caresses. Je m'évade quand tes lèvres se posent sur les miennes. Je ne sais plus où je suis, j'ai le feu dans les veines. Ouvre les portes de ton paradis, je veux goûter ton eau de vie. Une forme fascinante envahissent mes rêves et j'ai envie de voir l'érotisme à son paroxysme, connaître chaque atome de toi. Tu es ma friandise, nos âmes et nos corps sont en accord jusqu'à la petite mort qui, je l'espère, laissera place à la vie dans ton coffre-fort, coffre-fort. Dévotion, fidélité, affection, dissiper tes craintes, apaiser tes appréhensions, te soigner tes blessures et t'effacer tes peines. Car l'amour est le seul vaccin face à la haine. Nos chakras et énergies sont en synergie, en accord avec les principes que l'univers régit. Je suis en paix car j'ai trouvé l'autre moitié de moi-même. Je t'adore comme une muse et te vénère comme un totem. Fusion et connexion entre l'enveloppe et l'esprit. Union et communion, ressens-tu cette harmonie? Un halo de lumière entoure ta beauté crépusculaire pour souligner ta beauté et tes traits. C'est spectaculaire. Jamais je n'aurais cru pouvoir m'accomplir ainsi. Trouver une personne qui donne un sens à ma vie. Car enfin tu m'appartiens et je t'appartiens. Le pouvoir d'amour a choisi de croiser nos chemins, nos chemins. Yeah. Le pouvoir de l'amour est plus fort que l'amour du pouvoir, du pouvoir, du pouvoir. Car l'amour est le seul vaccin face à la haine. Le pouvoir de l'amour est plus fort que l'amour du pouvoir, du pouvoir.